Bonjour, Monsieur Ednok. Bonjour, Monsieur Camara. Voilà, ce matin, nous sommes avec vous et nous allons un peu faire le tour de l'actualité, Ok. surtout la problématique de l'eau potable en Guinée. Mais bien avant cela, on aimerait savoir, le nom Ednok, ça signifie quoi? Bon, merci Monsieur Camara pour cet entretien. Je pense que c'est une question qui revient beaucoup très souvent et beaucoup qui se demandent d'ailleurs si je suis guinéen ou pas. Et affirmatif, je suis guinéen à 100%. Et le nom Ethnoc, en fait, c'est mon nom de famille que j'ai renversé parce que je me nomme Condé Moussa à l'état civil. Donc si tu renverses Ethnoc, tu trouves Condé. Et si tu renverses Condé, tu trouves Ethnoc. Donc c'est ça. Oui, Condé Moussa à l'état civil. Oui, c'est ça. Monsieur Condé, de quelle localité? Je suis de Kissidougou. Je De suis Kissidougou. là-bas. Ouais. Kissidougou, ça veut dire quoi? Kissidougou, paraît-il, d'après les explications qu'on a, c'est la terre de survie. Donc, à l'époque, tant colon, je pense bien, quand Samori Touré était recherché, c'est là qu'il est allé se réfugier. Donc, ils appelaient le coin la terre de survie, Kissidougou. Ici, qui veut dire en malinké, la vie, quoi, la survie. La survie. Kissidougou a combien de kilomètres de la capitale? En termes de kilométrage, je ne maîtrise pas trop. Vous ne maîtrisez pas? Ouais, je pense que c'est un peu distant parce que c'est vers la forêt. Et c'était quand pour la dernière fois vous vous êtes rendu à Kissidougou? C'était en 2016. En 2016. En 2016. Et depuis là, vous n'êtes pas allé à Kissidougou? Non, je ne suis pas encore rendu. D'accord. Monsieur Ednok, Oui. ce matin, parlons un peu de l'accès à l'eau potable. Ok. Le gouvernement guinéen a fourni beaucoup d'efforts pendant ces 10 dernières années pour améliorer la desserte en eau potable au niveau des populations. Ok. Bientôt la journée mondiale de l'eau. Quel est votre regard sur la problématique de l'eau potable en Guinée? Je pense que la problématique de l'eau potable en Guinée aujourd'hui est un véritable sujet qui, non seulement d'ordre politique, mais aussi d'ordre très social. Si nous constatons aujourd'hui, il y a plusieurs quartiers, pour ne prendre que Conakry, il y a plusieurs quartiers de Conakry aujourd'hui qui ne sont pas alimentés d'eau potable. Si je prends un exemple sur mon quartier, bon, je veux dire là où j'ai grandi, là où il y a la grande famille, qui est Taouia, nous avons fait des vingtaines d'années. Je pense que le robinet, l'eau il ne coule pas. Donc on est obligé de créer des forages et c'est presque nous qui alimentons la quasi-totalité des voisins en eau potable de forage. Mais sinon, eau en tant que thème, c'est-à-dire eau potable fournie par la Société des eaux de Guinée, qui est la SEG, elle n'existe pas. Nous, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas ouvert de pompe à la maison pour voir l'eau couler à flot. Donc c'est pour dire qu'à ce niveau, moi je pense que les politiques ont très échoué, puisque qui parle d'eau aujourd'hui parle forcément de la vie, de la survie. Notre vie en dépend en fait. Donc, du coup, en termes de problématique, je pense que c'est un sérieux problème. Ça, c'est entre parenthèses, comme je l'ai dit, Conakry, la capitale, c'est pour dire un peu l'ampleur à l'extérieur de Conakry, c'est-à-dire les régions éloignées de Conakry, qui n'ont véritablement pas d'eau. Donc je pense que la problématique est bien posée, mais je pense qu'il faut que les politiques fassent un grand effort à ce niveau pour pouvoir vraiment desservir la population d'eau potable. Oui, mais quand vous dites que la SEG n'existe pas, attention, mais nous pensons que est-ce que l'accès à l'eau potable même constitue une priorité pour les populations? Parce que quand on dit que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, je pense que beaucoup de politiques surfent là-dessus. Et si les gens n'ont pas l'eau à partir du robinet, bah, ils essaient de faire un puits. Et même quand les forages sont donnés aux populations, on se rend compte que l'entretien de ces forages devient de plus en plus compliqué. Nous voyons aujourd'hui pas mal de bonnes fontaines dans la capitale, mais les gens patientent et attendent que ce soit encore l'État qui vienne s'occuper de l'hygiène de ces bonnes fontaines. Quelle est la responsabilité des ménages? Monsieur Kamar, il faut aussi sur les responsabilités. Quand on parle de responsabilité, elle est d'abord d'ordre étatique. C'est-à-dire c'est les politiques qui doivent mettre des mesures en place. D'abord, desservir la population en eau potable, chose qui n'est pas pratique. Je vous ai donné le cas de la zone de Taouia où je résidais. Il n'y a pas d'eau à la pompe. Okay? Alors, si nous prenons les
subventions de l'État en termes de forage qu'ils mettent dans les quartiers pour desservir les uns et les autres, c'est bien. Mais après, c'est la responsabilité aussi de l'État de responsabiliser quelqu'un qui puisse surveiller ces forages. Parce que c'est vrai, quand vous dépassez aujourd'hui ces fontaines, vous voyez les couleurs de ces fontaines. C'est-à-dire, la volonté était à la base de fournir de l'eau potable, mais après, les gens se trouvent avec de l'eau, je ne sais pas comment on l'appelle, de l'eau contaminée. En tout cas, ce n'est pas de l'eau non potable. Donc après, je pense qu'il y a un rôle de responsabilité de l'État dedans, parce qu'aujourd'hui, la santé publique relève de la compétence de l'État. S'il n'y a pas de suivi derrière, on ne vient pas, on creuse un forage, on donne la clé à un imam du quartier, et puis on se... Non, l'imam du quartier il a ses problèmes à lui. Donc, c'est à l'État de veiller ou de responsabiliser et faire un suivi de cela. Aujourd'hui, vous voyez les fontaines, normalement c'est blanc, les fontaines qui mettent. Mais entre nous, si vous voyez la couleur, vous voyez même des algues à distance dans ces eaux, pour dire que c'est cette eau que les ménages utilisent pour faire de la nourriture ou préparer avec, ou laver même les linges. Je pense qu'il y a un véritable problème. Je pense qu'il y a une démission de l'État à ce niveau. D'accord. Et pour trouver une alternative, il y a eu beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont mis en place des stratégies de fourniture d'eau à travers l'enchachage. Donc, on voit des unités d'eau aujourd'hui qui prolifèrent partout dans le pays, l'eau en sachet. Et quel est votre regard par rapport à cette situation? Moi, je pense qu'à ce niveau, comme vous l'avez dit, ces jeunes ONG qui s'érigent un peu partout, ou des entreprises qui s'érigent un peu partout pour mettre des sachets d'eau à disposition de la population. Je pense qu'à ce niveau, l'État a encore abandonné ce secteur parce que normalement, pour pouvoir produire de l'eau potable ou de l'eau minérale, normalement il y a des règles à suivre. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une entité de l'État qui s'en occupe du contrôle qualité par rapport à cela. Aujourd'hui, vous voyez eau Nongo, bon, sans faire publicité, vous voyez OX, OY, mais véritablement, ce sont des eaux qui, quelqu'un, voilà, il a les machines dans sa maison et puis il produit l'eau. L'hygiène n'est pas respectée. Moi, je pense qu'à ce niveau, la démission vient de l'État parce qu'il n'y a pas de contrôle dessus. Et ces entreprises qui se jouent à ce jeu ne sont pas spécialistes. Voilà. Je pense que c'est plutôt commercial que humanitaire et autres. Donc à ce niveau aussi, il faut interpeller ces entreprises et les mettre devant leurs responsabilités aujourd'hui parce que c'est vrai que l'État a abandonné. En tant que chef d'entreprise, il ne faut pas penser au côté commercial, mais il faut penser au côté sanitaire, au côté humanisme de la chose. Parce que vous donnez de l'eau que peut-être certainement vous-même vous ne bougerez pas à vos concitoyens, à vos frères. Et là, ça crée des maladies, ça crée des problèmes. Et tout ça, je pense qu'au-delà de tout, l'État a cette responsabilité de veiller. Parce que tout le monde voit ces sachets d'eau dans la rue. Voilà, il y en a même des autorités qui payent, mais ne savent pas où sont produites ces eaux, où sont faites ces eaux. Mais c'est là, c'est à la solde de tout le monde, c'est vendu et voilà. Oui, mais oui, il y a quand même une association de consommateurs qui sont composés des membres de la société civile. Voilà, et quand on parle de société civile, c'est pratiquement nous. Comment se fait-il que cette association ne joue pas pleinement son rôle, mais il y a un mutisme en ce qui concerne cette situation? À ce niveau, c'est bien. Je connais d'ailleurs le président des consommateurs guinéens, qui est un grand frère à moi. Mais c'est pour te dire que les gars aussi ils ont des véritables lacunes à ce niveau. Parce que le mot concept consommateur n'est pas bien inculqué au sein de la population. Donc les gens, ils ne savent pas véritablement c'est quoi leur droit, qu'est-ce qui n'est pas leur droit. Je pense qu'il m'avait informé qu'il y a un salon ou quelque chose qui s'ouvrait bientôt pour pouvoir expliquer réellement à la population guinéenne c'est quoi leur devoir, c'est quoi leur rôle en termes de consommation. Et il y a les consommateurs, normalement c'est de leur rôle aussi de saisir l'État. Mais ils ne savent pas, et s'ils ne savent pas? Voilà, s'ils ne savent pas, c'est ça le véritable problème. D'abord, moi je me dis que l'État doit assumer ses responsabilités. Et ses responsabilités aujourd'hui, le plan sanitaire, c'est-à-dire elle ne doit pas être spontanée. La santé, elle est permanente. C'est pas du jour au lendemain, on s'est dit pour dire, voilà. Comme je l'ai dit, ces sachets d'eau existent, ces sociétés fictives existent, tout le monde paye, tout le monde consomme, tout le monde voit, personne ne dit rien. Et c'est ce qui est dangereux pour la santé publique. D'accord. Et de l'autre côté, on va aborder un sujet qui aujourd'hui fait l'actualité, c'est le coronavirus. Pendant l'épidémie d'Ebola, le président Alpha Condé nous disait que c'était une opportunité
Malheureusement, il n'a pas été compris. C'était une opportunité dans la mesure où, si vous voulez, ça a permis de montrer les failles du système de santé, mais aussi l'insuffisance de l'hygiène appliquée par les Guinéens. Donc pendant l'épidémie, on voyait les kits de lavage des mains partout, on voyait que les Guinéens avaient commencé à changer d'attitude et de comportement. Mais 3 ans après, on s'est rendu compte que toutes ces bonnes pratiques ont été jetées dans la poubelle. Comment vous pouvez expliquer cela? C'est vrai qu'Ebola a été une chance, comme il a dit le président de la République, mais ça ne suffit pas. Et comme tu l'as dit, ça a été mal interprété. Je reviendrai toujours au rôle de l'État. C'est-à-dire l'État, c'est le père de famille. Quand ça ne va pas dans la famille, c'est le père ou en tout cas la maman qui prend ses responsabilités pour éduquer les enfants. Les pratiques étaient bonnes. Même dans les hôpitaux aujourd'hui, vous allez dans nos hôpitaux publics aujourd'hui, il n'y a plus ce système de contrôle, il n'y a plus ce système de lavage de mains. Ça, c'est les hôpitaux. À plus forte raison, les ménages. Tout à fait. Voilà, que je dois faire. Moi, je pense qu'à ce niveau, ceux qui doivent servir d'exemple, s'ils ne le pratiquent pas, ils ne pratiquent pas, les autres ne feront pas. Et comme je l'ai dit, en matière de santé publique, elle n'est pas spontanée. C'est-à-dire, ce n'est pas quand quelque chose qu'on agit, non, elle est permanente. Il faut éduquer, il faut informer, il faut sensibiliser. Mais si l'État ne fait pas cela, on s'assoit, on dit non, Ebola est fini, le dernier cas est fini, on se croise les bras. Aujourd'hui, on a coronavirus qui est en train de... On a un premier cas d'ailleurs qui est déjà confirmé en Guinée, plus de 200 cas suspects, en parenthèse, qui disent que c'est des suspects qui sont négatifs. Mais qu'à cela ne tienne, on a quand même un cas qui a été confirmé en Guinée. Cela veut dire que le pays aujourd'hui est exposé toute la population est exposée à cette maladie aujourd'hui. Et pour cela, l'État doit avoir un rôle permanent. Parce que si nous vérifions les budgets de l'État en matière de santé publique, ces budgets, cette ligne n'est jamais effacée, elle est là. Mais l'argent va où, ça on ne le sait pas. Mais c'est pour dire aujourd'hui qu'il y a une véritable menace en matière de santé publique avec ce virus coronavirus et que l'État doit le plus tôt vite actionner. Parce que moi, je n'ai pas compris pourquoi c'est maintenant, il y a les commissions interministérielles qui sont créées, tandis que ça a commencé en Chine il y a très longtemps. Donc ça devrait être anticipé. L'État aussi, c'est ça son rôle, il faut anticiper, sensibiliser. Donc voilà, c'est ça. Mais en ce qui concerne la sensibilisation pour le changement de comportement, il y a, par exemple, il y a nous, Tengiso, qui mène un travail acharné depuis de nombreuses années. Nous, notre propre constat, c'est un peu ça, c'est que le cadre de l'hygiène n'est pas totalement pris en compte en Guinée. Et ce qui concerne le lavage des mains, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, c'est une véritable bataille, ce n'est pas aussi simple. Comment l'État pourrait éventuellement mettre en place ou accompagner des stratégies pour renforcer, pour ne pas que ce soit des projets liés à des circonstances, mais que ce ne soient pas des projets catalytiques, mais des projets sur la durée? Justement, l'État aujourd'hui doit s'appuyer sur des personnes ou des entreprises comme Tenkiso par exemple, qui, au-delà même de l'implication de l'État, prouvent déjà ses compétences sur le terrain en sensibilisant, parce que moi je suis un peu votre page Facebook, je vois un peu ce que vous faites à l'intérieur du pays, dans les zones assez reculées. L'État n'est quasiment pas présent là-bas. Et le rôle de l'État aujourd'hui, il doit être présent partout. Bon, s'il ne peut pas l'être, il faut qu'il s'appuie sur des entreprises, des structures comme vous, qui sont dévouées à ce domaine. Mais si on ne peut pas mettre la main à la poche, on veut attendre que cela arrive pour pouvoir agir, je pense que là, il y a un problème à ce niveau. Donc, Tenkiso aujourd'hui, c'est une entreprise qui est connue de tous en termes de santé publique et tout. Donc, c'est pour dire aujourd'hui, l'État, si l'État ne peut pas le faire à présent, il peut s'appuyer sur des entreprises comme vous pour pouvoir le faire. Je pense qu'il y a d'autres entreprises aussi qui évoluent dans le même domaine. Tout à fait. Donc, je pense que c'est de la responsabilité de l'État d'anticiper et non d'attendre que ça arrive pour agir. Monsieur Condé. Oui, Monsieur Condé, vous êtes très surprenant ce matin parce que vous connaissant, vous êtes l'un des irréductibles communicants qui défend bec et ongle
toutes les prouesses du système en place, du régime. Et aujourd'hui, vous m'étonnez, vous m'épatez d'ailleurs. Et quel est votre secret en ce qui concerne l'humour que vous avez en termes de communication? Parce que vous le faites sans passion, et avec plein d'humour. Vous êtes amis avec ceux de l'opposition, les jeunes communicants de l'opposition, même ceux de la mouvance ou même ceux qui ne s'expriment pas. Nous voyons tous les jours sur votre page Facebook, vous êtes plein d'humour. Et comment vous êtes parvenu à dépassionner la politique et en amenant les gens sur un terrain soi-disant, nous ne sommes pas du même bord, mais cela ne signifie pas que nous sommes des ennemis. Comment vous êtes arrivé à faire ça? Très simple. J'ai eu une chance que peut-être beaucoup de jeunes Guinéens n'ont pas eu. Cette chance aujourd'hui, le fait que je me suis retrouvé dans un pays comme le Ghana, qui est une véritable, c'est-à-dire qui est un pays vraiment de démocratie, je vous dis, qui ne dit pas son nom en fait. Donc ce pays m'a inculqué ses valeurs démocratiques, puisque c'est dans ce pays, tu vois, un père de famille, une mère de famille, des enfants qui sont tous, chacun est de son parti politique, chacun dans la même cour prône ou je sais pas, met les drapeaux, les effigies de son parti politique. Ils s'amusent, chacun défend sa cause. Le soir, ils mangent ensemble dans le même bol, le même repas. Donc, moi, je dis, à ce niveau, c'est ça le gros problème du Guinée. Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, en fait, c'est les politiques qui nous ont inculqué ça. Que parce que je ne suis pas du bord politique avec toi, donc tu es mon ennemi. Non, moi, ce n'est pas ma conception des choses. C'est vrai. Aujourd'hui, si nous prenons le cas typique de la Guinée, parce que tous les leaders, en tout cas les jeunes leaders du FNDC, que ce soit Koundouno, Maché, Ibrahim, ce sont des amis. C'est dit, on est. Et pour vous dire, même, je suis même allé le voir en prison quand ils étaient en prison. C'est pour vous dire à quel point que, ouais, je ne suis pas ces jeunes communicants ou je ne sais pas, qui sont zélés dans la tête. Au-delà de ma vision politique, je me dis, la fraternité doit exister entre nous. Donc, il faut que bien évidemment que chacun puisse essayer d'emboîter le pas, parce que les politiques qui vont passer, c'est vrai aujourd'hui nous défendons ce que nous défendons, ça c'est une conviction personnelle, hein, c'est une conviction politique personnelle, on ne doit pas me fusiller ou on ne doit pas me haïr pour ça. Donc moi j'appelle tous les communicants des différents bords politiques que ces politiciens-là, le soir ils déjeunent ensemble. C'est-à-dire la journée, ils font les querelles devant nous les peuples, et le soir, ils déjeunent ensemble. Donc, tant que vous n'avez pas ça en tête, ça va être très compliqué pour vous de vous en sortir. Donc, moi, mon humeur vient de là. Je ne me fâche pas avec les gens. Si on parle vraiment pas avec la passion, mais on parle vraiment avec la tête. Donc, moi, je me dis, à ce niveau, monsieur Camara, c'est comme ça je suis que je vois la politique. Oui, mais ça c'est vous. Ça c'est vous. Vous avez eu la chance d'aller au Ghana, vous avez dit, mais aujourd'hui, comment inculquer ça chez les jeunes Guinéens? Parce qu'on se rend compte que le communautarisme n'a plus le dessus sur l'ensemble de nos projets, même sur des questions d'intérêt national. On n'y voit plus le peuple, mais on voit le moi. Comment ramener le Guinéen aujourd'hui à travailler et à se focaliser beaucoup plus sur le nous? Comment? Ils n'ont pas eu la chance, certes, d'aller au Ghana, mais ils ont eu la chance de voir quelqu'un qui est venu du Ghana, qui est là, qui applique ces applications, ces méthodes aujourd'hui. Je pense que c'est assez simple, parce que les gens, ils refusent de comprendre, de vouloir comprendre. Moi, je pense, à mon avis, aujourd'hui, les politiques, chacun est libre d'avoir un parti politique. C'est déjà consacré même dans la Constitution. Chacun est libre d'appartenir à une corporation politique de son choix. Donc on ne peut pas te juger pour ça. Moi aujourd'hui, ce que j'en appelle à la jeunesse guinéenne, c'est que chacun se dise qu'avant d'être politique ou avant de parler politique, nous sommes Guinéens, nous resterons Guinéens et ce pays nous appartient tous. Donc si on a cette mentalité, et j'envie pas forcément les politiques, parce qu'au-delà, c'est eux qui créent ces problèmes. Mais est-ce que nous, jeunes, on est prêts à accepter? Non, moi je ne suis pas prêt à accepter. J'ai été très critique envers le gouvernement. C'est pas parce que le gouvernement va faire du bien que je vais dire oui, et le mal, je vais entériner, je vais accepter. Non, quand le gouvernement fait un problème, je le dis.
Ça, c'est moi, ça. Quand les politiciens font des trucs, je le dis. Donc, je suis vraiment... voilà. Maintenant, l'appartenance politique et autres, cela n'engage que moi, ma personne. Je suis camarade. Moi, je pense que la jeunesse guinéenne aujourd'hui doit se mettre au-dessus de la mêlée et se dire que demain, ce pays retombera dans nos mains. Donc, si on se haït à cause de... Voilà, je pense que ça n'a pas de sens. D'accord. Et vous pouvez m'expliquer, voilà, ça vous appartient, c'est votre conviction. En quoi aujourd'hui vous êtes un fervent défenseur du régime, vous êtes un militant. Personnellement, je ne vous connais même pas militant du RPG. Mais quand même, vous défendez ces valeurs, vous défendez tout ce qui se passe. C'est quoi votre conviction? Comment c'est venu? Alors, la conviction, elle est venue comment? C'est très simple. Je vais rappeler un truc d'abord sur lequel je vais revenir. C'est le militantisme. Moi, c'est la compréhension des gens. Mais moi, au fond de moi, je ne suis pas militant du RPG. Puisque, pour être militant d'un parti politique, il y a forcément des règles à suivre. C'est-à-dire, il faut participer, je crois qu'il y a des frais d'adhésion même, il faut avoir une carte, il faut participer. Je n'ai jamais été au siège du RPG. Je n'ai jamais milité pour le RPG. Alors, pour parler de cette histoire qui est venue avec le président de la République, j'ai en fait une conviction personnelle pour l'homme. Et au-delà, qu'est-ce qui détermine mon engagement aujourd'hui, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, que le président de la République décide de doter la Guinée d'une nouvelle constitution, chose qui est définie clairement noir sur blanc dans la constitution, et qu'on le dise non, tu n'as pas le droit de le faire. Vous voyez un peu. Je ne peux pas être chef d'entreprise et que je veux fixer par exemple les horaires d'arrivée ou de sortie. On me dit que non, tu n'as pas le droit de le faire. Donc moi je me suis dit, la Guinée, soit nous sommes indépendants, soit nous ne le sommes pas. Donc le président de la République a décidé. C'est vrai que toute constitution est obligée de s'adapter à la réalité actuelle. Même ceux qui sont contre le changement constitutionnel avouent quand même que la constitution actuelle a des problèmes, a des lacunes. Donc si le président a décidé, c'est très simple. Je pense que c'est le sens de la démocratie, en fait. Moi, c'est ce que je me dis, c'est le sens de la démocratie. Si vous ne voulez pas, pour le référendum, sensibiliser, mobiliser, voilà, dites aux gens, allez voter non. Si vous estimez que ouais, mais le rapport de force pour dire non, il n'a pas le droit de le faire, il ne doit pas le faire parce que son mandat est fini, ça, c'est un procès d'intention. Parce que jusqu'à preuve de contraire, le président n'a jamais mentionné qu'il sera candidat ou pas. Le débat ne se situe pas à ce niveau. Oui, mais oui, allez-y. Le débat ne se situe pas à ce niveau, le débat se situe où? Pourquoi on dit qu'il ne peut pas changer la constitution? C'est impossible. Tous les États changent la constitution. Ça a été à Dakar, à Abidjan. Voilà, pour ne citer ceux qui sont proches de nous. Le changement constitutionnel est bien possible. Que ce soit avec Alpha Condé ou que ce soit notre président qui viendra, s'il veut doter le pays d'une nouvelle constitution pour l'adapter aux réalités actuelles, c'est tout à fait logique. Et moi, mon gros problème avec cette constitution, justement, qui est en cours, c'est quoi? C'est le fait que le CNT, à l'époque, le Conseil national de transition, qui est un groupe, un cercle d'amis, de copains, copines, qui se sont retrouvés pour décider du sort du pays. Qu'Alpha Condé jure sur ça au machin, c'est pas là le problème. Le problème a été à la base. Parce que moi, je l'ai toujours dit, le consensus, il est antidémocratique. C'est-à-dire, soit on applique les lois, soit on ne l'applique pas. Ben oui, mais depuis l'arrivée du président Alpha Condé, nous avons évolué de consensus en consensus. Justement, c'est ce qui est mauvais. Aujourd'hui, c'est ce qui rattrape la classe politique guinéenne. Et pire que ça, quand je reviens sur vos propos en ce qui concerne la Constitution, moi je ne maîtrise pas ces facteurs, mais ce qui est clair, c'est que l'opposition, une partie du peuple représenté par l'opposition avait estimé à un moment donné que les conditions pour le changement de constitution n'étaient pas réunies. Ils ont parlé du fichier électoral. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette CENI qu'on a, qui est soi-disant politique, n'arrive pas du tout à nous sortir de ce bourbier depuis 10 ans. L'opposition, avant d'aller aux élections, a dénoncé le fichier. Et selon les experts, le fichier a des problèmes. Donc ça veut dire quelque part que le président Alpha Condé, qui est le chef de l'État, père de la nation, en se mettant au-dessus de la mêlée, peut nous sortir de là. Ok,
Ceux qui sont contre Monsieur le changement de Kamara. constitution sont des Guinéens, ce n'est pas des Libériens. Monsieur Kamara, Oui, pour en arriver là, je vous ai toujours dit, allez à la source du problème. d'accord. Si je vous dis que cette, comment on appelle ça, cette CENI, qui normalement devait être technique, l'opposition a dit non, nous ne voulons pas une CENI technique. La même opposition, nous ne voulons pas une opposition technique, nous voulons une opposition politique. Et c'est quoi une opposition politique? C'est une opposition politique, c'est-à-dire chacun envoie son représentant, qu'il soit expert du domaine ou pas, on le prend, on l'amène. Voilà où le problème a commencé. Le fichier électoral qui existe aujourd'hui, ce même fichier a été élaboré par la CENI, à laquelle appartiennent les représentants de ces politiques. C'est parce que tout simplement, le pays a été géré politiquement. Ça veut dire que si Justement, le chef d'État appliquait les lois, c'est ce que je vous dis. c'est à lui d'appliquer la loi. Non, c'est à lui d'appliquer la loi, mais si politiquement, les gars qui sont en face voient tous l'aspect politique, mais celui qui est en face aussi va jouer politique. Pas normal, et c'est ça le problème. Non, attention, là on parle pas de la personne, on parle de la gestion. Attention, c'est pas ce que le professeur Alpha-Condé veut, non, mais c'est ce que les politiques ont souhaité. Parce que le fichier qui existe, les recensements qui ont été faits, le recensement qui a été fait avec la même CENI, avec les mêmes commissaires de CENI qui viennent de l'opposition. Donc ils ont entériné. D'accord. Moi j'ai juste une question à poser. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que l'équipe qui est en face joue jeu politique. Oui. Et le président Alpha Condé n'avait pas de choix que de jouer aussi jeu politique. Mais en ce qui concerne aujourd'hui, si en réalité le président et ceux qui soutiennent le président, le camp du président, estiment que ce qui peut trancher, départager les gens, c'est d'aller aux urnes, c'est d'aller aux élections. Ça veut dire qu'au préalable, le président devait avoir à l'esprit qu'il a en face des groupuscules, mais pas le peuple, donc appliquer la loi. Mais il a tenu compte de ce que disent ces groupuscules pour biaiser la loi, et aujourd'hui on se retrouve face à des compromis depuis 10 ans. C'est là le problème. Non, c'est pas un problème. Le problème c'est quoi? Quand vous parlez de loi, appeler le peuple au référendum, c'est pas de la loi, c'est la loi. Bah oui, c'est la loi, on est d'accord. Donc, celui qui n'est pas d'accord. Mais dans les conditions. Non, c'est pas une histoire de conditions. C'est une histoire de est-ce qu'il y a une possibilité ou pas. Parce que j'entends les gens dire c'est pas le moment. La constitution, il n'est nulle part écrit quelque part que c'est à 3 jours, à 1 année ou à 2 ans de ton mandat que tu dois changer une constitution. C'est nullement nulle part, vous n'en verrez. Maintenant, les politiques, il y a combien de marches avant même qu'on en arrive aujourd'hui? Il y a combien de pagailles avant qu'on en arrive aujourd'hui? Mais à un moment donné, ils ont retrouvé un copain. Ce qu'ils ont décidé, c'est ce qui est en train d'être appliqué. Mais aujourd'hui, la situation n'est pas à leur avantage. C'est pourquoi ils sont en train de crier partout pour dire que non, le président veut se représenter. Il n'a jamais mentionné qu'il va se représenter. Ça, c'est un débat. Vous qui avez une conviction pour l'homme, pour le chef de l'État, vous pensez, sans langue de bois, vous pensez qu'il va se représenter pour Moi, ma conviction personnelle, je sais que le président ne se représentera pas. Et je ne suis pas dans sa tête. Et s'il le faisait? À ce moment, on appréciera. Non, vous. Oui. Vous. À ce moment, j'apprécierai. Mais pour l'instant, vous... Je ne peux pas lui faire un procès d'intention, donc je ne peux pas dire qu'il va se présenter parce qu'il ne l'a jamais dit. Mais pour dire qu'on ne peut pas aller au référendum, là, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas aller au référendum, mobiliser, sensibiliser. Et c'est ce que d'ailleurs le FNDC ou l'opposition devait faire, c'était ça. Vous avez parlé de la démocratie au Ghana, un pays où vous avez quand même obtenu des valeurs démocratiques. C'est ce qui fait aujourd'hui que vous êtes différent des communicants qu'on voit sur la toile. Vous vous dépassionnez de débat. Ce pays est un exemple, ce pays vous a inspiré. Je suis tout à fait d'accord quand vous dites que rien n'interdit le président de changer la constitution, mais c'est au peuple de décider. Mais vous, si vous aimez la démocratie, comme vous le dites, le Ghana vous a inspiré pour le chef de l'État, c'est 2 mandats. Et s'il faisait un 3e mandat, qu'est-ce que votre appréciation? Non, mais là, qui parle de 3e mandat? Personne ne parle de 3e mandat. En aucun, c'est-à-dire, en tout cas, moi je n'ai jamais parlé de 3e mandat. Je n'ai jamais entendu le président de la République parler de 3e mandat. Le président de la République a été clair. Mais il a dit quelque part qu'il pouvait, la Constitution lui donnait les moyens de se représenter. Non, ça c'est un faux débat. Dire
que la Constitution me donne le droit de me présenter. Une nouvelle Constitution. Une nouvelle Constitution me donne le droit de me représenter et dire que je vais me représenter font deux. Ça a été clair. Si nous prenons le cas d'Abidjan, qui récemment, Alassane Ouattara a été clair. Et ce, après référendum. Attention, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Le président Ouattara a changé la Constitution. Après, il a décidé de ne pas se présenter. Et au Sénégal, ça a été fait. Macky Sall a changé la Constitution, mais pour le moment, il ne s'est pas prononcé. Donc, Alpha Condé ne s'est pas prononcé. On ne peut pas lui faire un procès d'intention. Pour le moment, la priorité, c'est les législatives. Pour vous dire, M. Camara, c'est tellement simple. C'est pour dire que cette opposition, elle n'est pas sérieuse. Pourquoi? Le mandat des députés est fini. C'est là une année. Mais ils ont accepté par un décret présidentiel parce que ça y allait à leur avantage de siéger dans une assemblée. C'était un compromis. C'était un compromis. Devait-il l'accepter? Non. Mais si vous avez l'habitude de manger les mêmes choses, de faire la même méthode et qu'aujourd'hui on vous propose la même chose que vous dites que vous ne voulez pas, c'est que vous avez le problème. Aujourd'hui, on vous dit d'aller au référendum, allez sensibiliser les gens, ne votez pas. Moi, j'aurais pris cette opposition au sérieux, c'est lorsque, le jour que le mandat des députés est fini, ils auraient dû renoncer. Mais il y a un moment donné, vous étiez de l'opposition, vous? Qui? Vous? Moi, je n'ai jamais été de l'opposition. Ah d'accord, donc autant pour moi alors. Non, je n'ai jamais été de l'opposition. Ce que j'ai dit, j'ai été très critique envers l'État. Ça ne veut pas dire que les bonnes actions, j'apprécie. Les mauvaises actions aussi, je dénonce. Ça ne veut pas dire que je suis de l'opposition. Moi, je n'ai jamais été de l'opposition, je n'ai jamais été... Donc vous êtes centriste? Je suis centriste, c'est cela. Donc je suis pour la réglementation, c'est-à-dire pour l'application des lois. L'application des lois, je l'ai toujours dit, le consensus antidémocratique. Mais si les gars ont accepté d'aller en consensus, mais c'est les conséquences qu'on est en train d'assumer. Donc ce qui est sûr, moi j'ai la ferme conviction, après maintes reports, que ces élections aient lieu le 22 mars et que le peuple soit tranquille, que chacun va à ses occupations. Aujourd'hui, M. Camara, vous n'allez pas me dire que vos activités sont rentables. À 100%, c'est pas possible. Tous les jours, c'est des manifestations, tous les jours. En fait, c'est le seul pays d'ailleurs dans la sous-région où on voit cela. Je ne sais pas, le président de la République... Vous pensez avec cette menace épidémique que c'est une bonne stratégie d'aller aux élections? Mais en Guinée, nous avons un seul cas confirmé. En France, on a 60 décès et plusieurs cas confirmés. Mais ils sont en élection municipale aujourd'hui. Alors... Les systèmes de santé français et guinéens sont différents? Mais si c'était différent, ils n'auraient pas 60 cas de décès. Ils n'auraient pas des centaines de personnes infectées. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont ces mesures d'hygiène dont nous avons parlé, qui sont universelles. Ce n'est pas propice à la France. En fait, il n'y a pas de véritable vaccin pour le moment pour soigner la maladie. Donc, du coup, c'est un système de prévention. C'est tout. Et chaque État peut faire des systèmes de prévention. Je le suivais tout à l'heure sur France 24. Ils ont mis des étiquettes devant chaque bureau de vote pour respecter les consignes. Donc, vous allez, tu votes et puis tu rentres chez toi. Et vous pensez qu'en Guinée, dans une semaine, on est capable d'installer des kits d'hygiène, de lavage des mains au niveau de tous les bureaux de vote? Bien sûr. Affirmatif, c'est possible. D'accord, on a fait un peu de toute la politique. Monsieur Condé, oui. On va aborder le dernier virage. Aujourd'hui, vous avez un message à lancer aux décideurs, au gouvernement pour améliorer la qualité de l'eau des ménages. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure que malgré les efforts, il y a encore beaucoup qui reste à faire. Quel est votre message à l'endroit des dirigeants? Moi, mon message aujourd'hui à l'endroit des dirigeants est qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. J'insiste sur le mot responsabilité parce que l'État est en train de faillir à ses responsabilités vis-à-vis de nous citoyens. Aujourd'hui, la majeure partie de la population guinéenne n'a pas accès à l'eau potable. C'est ça le véritable problème. Alors, l'État doit ou se doter des moyens ou s'appuyer sur des partenaires pour doter la population d'eau potable. Puisque, comme je l'ai dit, à centre-ville Conakry, aujourd'hui faites un peu le tour, vous verrez des bidons d'eau un peu partout. Même à Kaloum au centre-ville. Donc cela veut dire que l'État n'est pas en train d'assumer ses rôles forcément. Nous sommes au 21e siècle. C'est inadmissible aujourd'hui qu'on puisse dire qu'on n'est pas d'eau potable. Je ne comprends pas. Nous ne sommes pas un pays de guerre, nous ne sommes pas un pays
d'extrême pauvreté. Donc je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Et cela revient bien sûr au président de la République de faire un suivi. Parce qu'il est important d'annoncer des choses, il est important de mettre des choses en place. Mais après, s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas de suivi derrière, je pense que c'est voué à l'échec. Et c'est dans cette situation aujourd'hui que le peuple de Guinée se retrouve. Ça, c'est Conakry. Mais pensez à ces milliers de ménages à l'intérieur profond du pays aujourd'hui qui vont puiser de l'eau à ciel ouvert pour boire. Ça fait très mal au cœur. Parce qu'il y a récemment, j'ai posté même une photo sur Facebook où j'étais quelque part à Kindia. Ces enfants qui viennent puiser de l'eau à ciel ouvert. Quand je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils font avec, ils m'ont dit ça choque. Je pense que l'État, à ce niveau, doit apporter beaucoup et compter sur des entreprises comme Denkiso et d'autres pour vraiment éradiquer, parce que le problème d'eau, comme je l'ai dit au début, l'eau est une source de vie. Sans eau, pas de vie. Donc à un moment donné, si l'État ne prend pas ses responsabilités, c'est que le peuple va en mourir. Merci. Et en ce qui concerne le coronavirus, vous avez des conseils à prodiguer à la population? Je pense que quand vous êtes venu chez moi tout de suite, vous avez vu, j'ai déjà installé mon petit kit de nettoyage de mains. C'est pour dire à la population de ne pas attendre forcément de l'État. Parce que je vois que, comme je l'ai dit, forcément dans ça, il y a des gars qui sont là, qui ont leur propre plan de business derrière. Donc n'attendez pas l'État. Votre santé dépend d'abord de vous. Installez vos kits, respectez les mesures d'hygiène qui ont été mises en place, c'est-à-dire se laver les mains, ne pas saluer les gens, ne pas tousser à ciel ouvert. Voilà. Donc évitez les regroupements beaucoup plus, parce que c'est important, les gens ils sont mélangés, ils sont contaminés, on ne sait pas. Moi je pense qu'à ce niveau, chacun doit prendre d'abord ses mesures avant que l'État finisse de discuter leurs milliards, avant de revenir faire face à la population. Donc j'appelle tout le monde, et je pense que la société Denkiso vend des sureaux qui sont extrêmement efficaces, que vous pouvez en commander. Et comme ça, vous utilisez, parce que moi j'utilise la même chose sur moi. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Condé. C'est à moi de vous remercier.